Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 8 décembre 2024. Mépris, abus et désinvolture, ce sont les mots qu'ils ont choisis pour décrire la situation qu'ils vivent depuis le licenciement en octobre 2022. Nous parlons là des agents de l'ex-OCBN, aujourd'hui retraités de Bénin Rail, mais le bout du tunnel semble être déjà visible puisque la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, a pris le dossier en main. Des démarches sont déjà engagées avec le gouvernement et on fera le point avec le secrétaire général de la COSI Bénin qui nous dira par ailleurs ce qu'il pense du vote de la loi de finances gestion 2025 et surtout l'entrée en politique de son prédécesseur Noël Chadari. Nous sommes en période de fête de fin d'année, moment où l'on enregistre beaucoup plus d'accidents sur les axes routiers, mais loin d'être une fatalité, cette situation est due au manque de vigilance de la part des usagers de la route qui, pour certains, pensent que c'est Dieu qui fait son bilan de l'année, alors que fait le Centre national de sécurité routière en ce moment sur le terrain. Georges Anagonou nous le dira, il est le chef service communication et coopération au niveau de ce centre. Au dernier rendez-vous de cette émission, nous serons avec notre artiste de la semaine, Alphonse Gandono, est un chantre de l'éternel, 25 ans de carrière musicale, à son actif 11 albums et un single, sorti cette année pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans sa vie et dans son ministère. Il organise un concert dimanche prochain pour marquer cet événement, un rendez-vous à ne pas rater. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches pour vous informer quand il sonne 13 h. Au Bénin, voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, le quotidien Fraternité souffle ses 25 bougies cette année 2024. Les témoignages de ses lecteurs s'enchaînent. Nous vous proposons dans cette édition les impressions du député Léon Basile Arrossi, donc du parti Les Démocrates. On en parle dans un instant. On parlera également de la signature de convention entre Radio France Internationale et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'était vendredi dernier au siège de la HAC à Cotonou. Images reportage assure également le point des réunions de gouvernance du système ouest africain d'accréditation. Ces rencontres de Cotonou s'inscrivent dans le cadre de la délocalisation des sessions de la SOAC vers ses États membres et le Bénin est le premier pays de la sous-région à les abriter. Tout se passe de l'autre côté de la CCI Bénin. Le point de l'actualité, c'est l'acte 1 du grand format. On démarre avec cette information. 25 ans déjà que le quotidien Fraternité a commencé ses parutions. 25 ans donc au service de l'information et du développement. Acteurs de la société civile et même acteurs politiques et autres citoyens font des témoignages sur la place de Fraternité dans le paysage médiatique béninois. Je vous propose ici les impressions de Léon Basile Arrossi au micro de Nassi Salossé. C'est un vieux journal qu'on a encore du plaisir à lire, même si il a baissé un peu la garde de mon point de vue, mais par rapport à tout ce qui nous côtoie, je crois qu'on a encore du plaisir à lire Fraternité. Aujourd'hui, la presse est en grande difficulté, il faut en tenir compte. Je ne souhaite pas que Fraternité joue au Fidel Castro pour se casser les bras, mais je crois que Fraternité continue de tenir, malgré les difficultés, Fraternité continue de tenir. Et ça, c'est à saluer. Je n'ai pas de mauvais souvenirs de Fraternité. Une équipe jeune, des gens que je trouvais très courageux, qui avaient des points de vue clairs sur les questions d'actualité, sur l'actualité politique. Bref, je dois vous dire que Fraternité, s'il n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Voilà, c'était donc les impressions de Léon Basile Arrossi du parti Les Démocrates.
Radio France Internationale et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont signé une convention vendredi au siège de la HAC à Cotonou. C'est un acte qui s'inscrit dans le cadre du renouvellement du partenariat donc des deux structures en matière de renforcement des capacités des professionnels des médias. Après cette signature, le directeur du développement et de la distribution Afrique de RFI et France 24 Médias Monde s'est confié à la presse. Je vous invite à le suivre au micro de Hugues Vignembe. C'est pas la première, parce que la convention a été signée depuis la création de la HAC, donc nous avons des conventions. Je pense que c'est pour ce qui me concerne, c'est peut-être le 4e président de la HAC que je rencontre, et avec toujours autant à la fois de rigueur dans nos méthodes de travail, dans notre approche et dans l'approche de la HAC, et aussi notre disponibilité pour travailler avec les professionnels des médias au Bénin, que ce soit dans le domaine de l'information, de la formation et des partenariats en général. Voilà. Nous avons dans la convention avec la HAC, d'ailleurs, depuis 1996, prévu des clauses qui envisagent de faire des formations. Donc nous avons régulièrement, en partenariat avec la HAC, nous organisions des sessions de formation, de renforcement des capacités des journalistes, qui se passent bien. Donc là, dans la convention qui est renouvelée, c'est également ces dispositions sont également prévues. Voilà, donc dès l'année prochaine, je pense que nous allons organiser des sessions. C'est là qui choisit les partenaires, qui choisit la thématique, et puis nous, autant que possible, nous mettons les professionnels à disposition pour organiser ce type d'activité. Toujours dans l'actualité, le projet Africa Digital Campus a pris fin cette semaine. C'est un projet qui a démontré le pouvoir de l'enseignement en ligne sur 2 ans au Bénin et au Burkina Faso. La cérémonie qui met officiellement fin à la mise en œuvre du projet a eu lieu vendredi, cérémonie à laquelle ont participé certains membres du gouvernement, donc également des partenaires techniques et financiers, dont l'Union européenne et l'Agence française de développement. Reportage. Après 2 ans de mise en œuvre du projet Africa Digital Campus, les différentes parties prenantes font le bilan. Africa Digital Campus est un programme qui a permis de renforcer l'offre de e-learning dans les universités du Bénin et du Burkina Faso. C'est le lieu de faire le tour d'horizon, des actions enregistrées, des perspectives et de se positionner sur l'échelle. Le projet ADC a eu des résultats concrets au niveau des enseignants par la formation à diverses compétences. Je vais nommer la scénarisation des cours, des capacités à évaluer des apprentissages, des tutorats sous mode, la création des algorithmes et des capsules vidéo, dont aujourd'hui nous avons comme résultat concret plus d'une centaine de cours d'enseignement à distance produits, validés et utilisés par les enseignants via la plateforme e-learning nationale du Bénin. Combler le fossé de l'innovation, déployer la formation à distance et les infrastructures en Afrique. C'est la thématique de la conférence de cette clôture. Elle met en relief les ressources mises en place par les gouvernements afin de répondre aux besoins dynamiques de l'éducation numérique dans les universités. Au nom du gouvernement du président Patrice Talon, je tiens à saluer la détermination et l'engagement de chaque acteur impliqué dans ce projet qui reflète parfaitement la vision du chef de l'État pour ce secteur. Je ne peux que remercier chaleureusement tous ceux qui ont rendu ce projet possible. L'équipe projet, les partenaires techniques et financiers, les experts et les communautés locales, les étudiants également, qui ont pris une part active à cette belle aventure avec une volonté commune d'atteindre de tangibles résultats. Au Burkina Faso, nous avons travaillé à faire en sorte que l'ensemble des universités soient interconnectées. Le projet Africa Digital Campus est financé par plusieurs organismes partenaires, notamment l'Agence française de développement, sur les fonds délégués par l'Union européenne estimés à 2 milliards de francs CFA. L'Union européenne exprime une fois de plus son soutien à la formation en ligne, aux outils du numérique et à la connectivité au service de l'innovation, la compétitivité et la création d'emplois jeunes dans la sous-région. La publication d'un décret sur l'enseignement à distance au Bénin, la réalisation de plus de 300 cours d'enseignement à distance par 134 enseignants sont entre autres les succès institutionnels que pédagogiques qu'a remporté le projet Africa Digital Campus.
On parle à présent de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. C'était le mercredi 3 décembre dernier. L'événement, comme chaque année, n'est pas passé sous silence au Bénin, organisé par le gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. La journée a reçu le soutien de plusieurs partenaires, dont le système des Nations Unies. On fait le point avec Ingrid Eder. Son handicap ne l'a pas empêché de gravir les échelons pour se faire un nom dans le monde artistique. Elle vient une fois encore de le démontrer à cette célébration dédiée aux personnes à besoins spécifiques. Cette prestation de Miss Espoir ouvre ainsi le bal des activités de l'édition 2024 de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. L'événement mobilise plusieurs autorités et des partenaires techniques et financiers. Ces personnes handicapées, le handicap ne doit jamais être barrière, infranchissable, mais un défi à relever collectivement. Cette année, la Journée internationale des personnes handicapées est l'occasion de se rappeler que le leadership de ces personnes est plus que jamais nécessaire. Les personnes handicapées sont déjà frappées de manière disproportionnée par les crises que traverse le monde, qu'il s'agisse des conflits, des catastrophes climatiques, de la pauvreté ou des inégalités. Célébré autour du thème « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable », ce rendez-vous vient une fois encore rappeler l'engagement du gouvernement à faire de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap une réalité au Bénin. En témoignent les textes de loi et bien d'autres réformes en cours dans plusieurs secteurs. Le défi de l'employabilité des personnes handicapées se pose comme un préalable. L'administration publique ouvre désormais ses portes aux personnes handicapées avec la majoration de 5 ans sur l'âge d'entrée, le quota de 5% réservé et l'aménagement d'accès adapté aux infrastructures publiques. D'autres opportunités sont en outre offertes aux personnes handicapées désireuses d'entreprendre. Elles sont assistées dans la mise en place de leurs entreprises avec une exonération des taxes de création, un appui en frais d'installation, un accès au crédit adapté grâce à un fonds de soutien. La célébration est également marquée par la remise des cartes d'égalité des chances aux personnes à besoins spécifiques. C'est un sésame qui leur ouvre désormais la porte de l'égalité et d'opportunité afin qu'elles profitent des mesures d'inclusion mises en place par le gouvernement. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, les membres du système ouest-africain d'accréditation tiennent les réunions de gouvernance de l'institution depuis mercredi. Les rencontres de Cotonou s'inscrivent dans le cadre de la délocalisation des sessions de la SOAC vers ses États membres et le Bénin est le premier pays de la sous-région à les abriter. Elles se tiennent dans les locaux de la CCI à Bénin avec la participation des délégués des laboratoires, organismes d'inspection, organismes de certification de tous les États membres donc de cet instrument communautaire d'aide à la protection des consommateurs ouest-africains. Reportage. Le destin de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest liés par un projet conçu pour soulager leur population frontalière devant des phénomènes de crise ou de catastrophes. Il s'agit du projet Appui aux populations affectées par la crise sahélienne initié par Acting for Life qui s'appuie sur des ONG locales. Un projet à connotation humanitaire monté sur 3 aspects. Le premier, c'est le montage partenarial qui est au cœur de ce projet. Le second, c'est que parmi toutes les activités qui ont été et qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce projet, les points d'eau, de la distribution alimentaire, la distribution de kits de petits ruminants, la formation professionnelle, la mise en place d'activités génératrices de revenus, il y a notamment une activité qui est assez emblématique que nous avons surnommée les FIL, les fonds d'intervention localisés. Il s'agit de mettre à disposition une somme à hauteur de 50 000 € qui est co-gérée par les 3 grandes catégories d'acteurs sur les territoires selon nous, les autorités, les services déconcentrés de l'État, les services décentralisés à travers les communes et les organisations de la société civile. Des fonds alloués pour répondre aux urgences
sur le territoire des 5 pays concernés. Le troisième aspect lui concerne la localisation de l'aide. Et après 9 mois de mise en œuvre du projet APAC, les initiateurs parlent d'un bilan satisfaisant. Parce qu'on est, pour la plupart des activités, on est à 50% ou plus. Donc disons qu'aujourd'hui, avec ce taux d'exécution, on atteint à peu près 70 000 bénéficiaires directs, ce qui est quand même très suffisant pour nous. Suffisant. Et au nombre des enjeux identifiés aujourd'hui, il y a la question liée à la mobilité pastorale. Vu la pression que nous avons sur l'accès aux ressources, vu la pression que nous avons par rapport même à la confiance qui est de plus en plus rompue entre les acteurs. Et ce projet, s'il n'avait pas existé, peut-être il fallait l'inventer. Nous mettons en lien ici les collectivités territoriales, nous mettons en lien ici les acteurs, c'est-à-dire des ONG, des organisations, mais nous mettons en lien également des autorités de ces pays-là. Parce qu'une fois qu'une mairie se trouve engagée dans un processus, il faut savoir que l'État est lui-même interpellé et l'État donc doit accompagner et répondre de ce processus. Un processus voulu pour une cohabitation pacifique entre populations de part et d'autre des frontières des pays. Et durant une semaine de réflexion, les acteurs vont aborder ces questions tout en évaluant le chemin parcouru. Des ajustements sont aussi prévus pour déboucher sur des perspectives heureuses. Lancé en mars 2024 au Bénin, le projet APAC est conçu pour impacter 1 170 000 personnes dans la sous-région ouest-africaine. Compris, vous avez plutôt suivi cet atelier qui a réuni les différentes parties prenantes du projet appui aux populations affectées par la crise sahélienne. Les acteurs se sont retrouvés pour faire le bilan à mi-parcours, 9 mois après la mise en œuvre de ce projet. Avant de boucler l'acte 1 du grand format, sachez que l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation poursuit sa croisade de sensibilisation contre les disparités dans les établissements secondaires de l'Afrique de l'Ouest. L'exercice se fait chaque année à travers une caravane. Cette année, le choix a été porté sur le Togo et le Bénin. L'étape du Bénin a commencé en milieu de semaine à Lokossa, dans le département du Mono. On va retrouver Nassi Salos. Avec ce message qui attire tous les regards ou presque, la caravane relief traverse la frontière du Bénin avec le Togo et fait une escale ici au collège d'enseignement général numéro 6 de Lokossa. Dans un établissement scolaire où le nombre de filles diminue chaque année, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation y vient pour inverser les tendances. Le mode opératoire, une séance de sensibilisation animée devant les élèves filles. Vous devez rester. Vous allez voir notre ambassadrice qui est une femme comme vous qui a réussi. Toutes ces femmes-là ont fait des études pour être là. J'espère que dans 20 ans, on n'aura pas à faire une caravane, mais que vous allez parler des caravanes à vos petits-enfants pour leur dire on a fait tout ce chemin pour que toutes les filles soient à l'école. Face aux inégalités d'accès à l'éducation, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation multiplie donc ses efforts pour le maintien des filles le plus longtemps possible à l'école. Et dans la caravane, il y a des exemples de réussite féminine. L'image est de cette jeune dame, première femme commandant de navire au Togo. Moi aussi, j'ai été comme vous sur les bancs de l'école. J'ai eu différents obstacles, mais je n'ai pas arrêté d'étudier. Je suis restée à l'école. Et c'est en restant à l'école qu'aujourd'hui, moi aussi je conduis les bateaux, moi aussi je commande un équipage où il y a des hommes et je participe au développement du pays. Donc je suis ici pour vous dire que c'est possible. Permettez-nous de vivre ce rêve, cette Afrique magnifique, cette Afrique studieuse, cette Afrique qui est jeune avec vous et qui peut aller beaucoup plus loin. Donc faites-nous rêver, c'est juste ça. Études, excellence, rêve et travail comme vertu à cultiver. C'est le contenu du message dont les enjeux sont bien connus. Pour l'égalité genre, les femmes, tout comme les hommes, ont le même droit. Et il va falloir, n'est-ce pas, travailler aux côtés des gouvernants pour que les filles, autant que les garçons, aillent très loin à l'école pour être, n'est-ce pas, les relais des dirigeants d'aujourd'hui. Le rêve de renforcement d'une éducation inclusive et équitable en Afrique francophone prend donc corps.
La caravane relief, initiative francophone itinérante, elle, se poursuit au Bénin. Les départements de l'Ouémé et du littoral seront les prochaines étapes. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc le point de l'actualité chez vous. On va changer de cap à présent pour ouvrir le plateau. Invité dans un court instant, il sera avec nous, Kodjo Hélène, est le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, la COSI Bénin, qui s'est engagée aux côtés des retraités et licenciés de l'ex-OCBN pour le rétablissement de leurs droits. Il va nous expliquer sa démarche juste après. Actu sur le net, réalisation Florence Bossa. On se retrouve juste après. Le Bénin est passé à un plan de numérotation téléphonique à 10 chiffres. Démarré depuis le 30 novembre, ce plan est déjà en marche. Il consiste à ajouter le 01 devant tous les numéros béninois, quel que soit le réseau. Ainsi, désormais, pour les appels nationaux, il faudra composer 01 suivi du numéro existant et plus 22901 pour les appels internationaux. Sur les réseaux sociaux, les internautes se plaignent des désagréments de ce changement. Ils sont nombreux à réagir. L'application mise en place par l'ARCEP affecte les contacts et a un impact négatif sur ces derniers. WhatsApp et autres, il va falloir travailler encore sur l'application. L'application n'est pas encore disponible sur Play Store pour ceux qui utilisent Android pour une initiative d'ordre national. Apparemment, ils n'ont rien prévu pour les téléphones à touche. Les villages les plus reculés du pays feront comment? Le simple agent de sécurité, même travaillant dans une banque et qui n'a pas d'Android, fera comment? Normalement, toutes ces dispositions doivent être prises au sein des agences pour faciliter les choses. Les médias doivent faire une émission pour nous expliquer le bien fondé de l'ajout du chiffre 01 et son impact sur le plan économique et sécuritaire. Toutefois, il est impérieux de faire les démarches vers les services web auxquels nous sommes abonnés via ces numéros. Bonne initiative. Mais le problème est que tous les indicatifs de mes contacts sont transformés en celui de la France. Autre actualité qui fait grand bruit sur la toile cette semaine aussi est celle liée à l'audit du fichier électoral au Bénin. Les responsables du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition au Bénin ont échangé avec les membres du gouvernement sur l'audit du fichier électoral. Au cœur des discussions, le mécanisme pour formaliser cette demande dans les jours à venir. D'abord, dans un communiqué, la formation politique dirigée par Claudine Prudencio précise que le contrôle de la liste électorale informatisée est prévu par la loi. Et ce contrôle ne pourrait s'effectuer qu'après extraction qui intervient dans un délai de 120 jours avant les élections. Le parti RN reste attaché à cet échiquier légal et se dit prêt à accompagner à ce moment-là toute initiative visant à garantir une liste électorale crédible et conforme. D'autres Facebookers ont réagi également. Pourquoi l'UP, le Renouveau et le BR notamment rejettent l'initiative, alors qu'ils devraient théoriquement soutenir les initiatives portées par Patrice Talon, en particulier lorsqu'il s'agit de renforcer la transparence du processus électoral. L'opposition distrait le peuple à un an des élections générales. Elle s'engage dans des débats peu utiles au lieu de se concentrer sur une préparation sérieuse. Sa demande d'audit du fichier électoral, concept inexistant dans notre cadre juridique depuis des années, témoigne d'une méconnaissance des lois en vigueur. Cet audit est capital pour le bonheur de la population. Dans un autre plan, l'influenceuse béninoise Yenalia s'explique à propos des audios qui ont fuité entre elle et sa mère. D'après ses explications, c'est monsieur qui a fait fuiter les audios. Des gens parlent de 33 enregistrements d'audio que le monsieur a publiés. À la suite, Yenalia prévient que des dossiers peuvent sortir sur elle les jours à venir. On finit par l'humoriste ivoirien Agalawal qui a célébré son mariage civil avec son épouse. Le couple Agalawal et leurs proches ont partagé une joie qui symbolise l'aboutissement de leur amour qu'on peut constater sur les réseaux sociaux. Ses collègues humoristes tels que Willy Dombo, Michel Gou et l'humoriste Le Magnifique
ont également contribué à cette atmosphère réjouissante, donnant à l'événement le caractère un one-man show, version Palais de la Culture de Treichville en Côte d'Ivoire. Il a reçu les félicitations de ses pairs et bien d'autres sur la toile. Ils demandent purement et simplement le rétablissement de leurs droits afin qu'ils sortent de la situation de précarité dans laquelle ils vivent depuis leur licenciement pour les uns et leur admission à la retraite pour les autres. Les agents de l'ex-OCBN ne manquent pas l'occasion d'attirer l'attention des autorités sur leur sort, une lutte que porte désormais la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, la COSI Bénin, dont le secrétaire général est avec nous sur le plateau du grand format, Monsieur Kodjo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Pourquoi est-ce que la COSI Bénin a estimé nécessaire donc de s'engager dans la lutte avec ses agents? Merci pour la question, monsieur Idrissou Boukari. D'entrée, je salue les téléspectateurs et je salue également les militants, militantes, sympathisants et sympathisantes de la COSI Bénin. Alors, la COSI Bénin s'est engagée aux côtés des licenciés et retraités de l'ex-OCBN parce que à ma prise de la fonction à la tête de la COSI Bénin, j'ai hérité d'un certain nombre de dossiers, dont le dossier des agents de l'ex-OCBN devenu entre-temps Bénirail. J'ai pu constater à travers le dossier que c'est essentiellement une question de droit non respecté en ce qui concerne ces travailleurs, parce que un conducteur de train, par exemple, admis à faire valoir ses droits à la retraite, se rend compte que les cotisations sociales qui lui avaient été régulièrement prélevées par son employeur, qui était l'OCBN, n'avaient pas été versées à la CNSS, où il se retrouve à la retraite, un conducteur de train, avec une pension de moins de 30 000. Ce n'est pas du fait de la CNSS, mais c'est du fait des autorités, des différents directeurs généraux qui ont eu à administrer l'OCBN avant que ça ne mute vers Bénirail. Également, des agents licenciés avaient des congés non payés qu'on n'a pas cru devoir payer, alors que la loi fait obligation que les congés non jouis soient payés et si l'agent doit être licencié. Et de la même manière, pour calculer les droits, ça relève donc de Bénirail. Pour calculer les droits de licenciement, à un moment donné, Bénirail a dû prendre un acte pour mettre les travailleurs en temps partiel, où certains étaient à demi-salaire. Mais la loi portant Code du travail prescrit que même si l'agent est à demi-salaire, pour calculer ses droits, il faut recourir à son salaire à temps plein. Mais les droits ont été calculés avec les salaires payés à temps partiel. Il y a tout un tas de problèmes qui entourent la situation de ces agents de l'ex-OCBN devenu entre-temps Bénirail, que lorsque vous recevez ces agents, vous voyez même l'état dans lequel ils se trouvent, et vous lisez les documents, vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Et c'est pour ça que la COSI Bénin, depuis que j'ai pris les rênes, a choisi d'accompagner ces agents pour le rétablissement de leurs droits, afin que l'on puisse leur donner ce qui... Quelle est la responsabilité donc, de l'État, on va dire des États donc, du Bénin et du Niger dans cette situation? Oui, les deux États. Il y a même eu des protocoles d'accord que, selon les informations que j'ai reçues, l'État du Niger a respecté. Pour les Nigériens. Pour les travailleurs nigériens. Mais pour les travailleurs béninois, ce protocole n'a pas été respecté. Et il faut que l'État béninois puisse respecter ses engagements vis-à-vis de ses travailleurs. Et que le trésor public, puisque c'est de ça qu'il s'agit, au moment où l'OCBN faisait des bénéfices, les bénéfices étaient pour le pays. Et donc, l'OCBN n'ayant pas payé les cotisations sociales prélevées aux agents, il faut que le trésor public
puisse prendre ça en charge. Et c'est sur cet aspect justement que j'ai eu à saluer déjà un acte posé par le ministre Donato, qui aujourd'hui est à charge du transport. Saisi par un groupe de ses agents, il a pris un acte pour demander au ministre des Finances de bien vouloir prendre en charge dans le budget 2025 le versement des arriérés des cotisations sociales qui n'avaient pas été transférées à la CNSS en son temps. Et ça, je me dis, voilà une autorité qui a un peu de sentiment pour les travailleurs qui souffrent. Et vous-même, vous avez engagé des discussions avec le ministre d'État. Oui, nous avons engagé des discussions pour le moment qui n'ont pas encore trop évolué. Et nous sommes dans le plaidoyer. Bon, pour l'instant, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Nous sommes dans le plaidoyer. C'est les résultats que nous permettront. Donc, c'est lorsqu'on aura les résultats qu'on pourra donc faire le point globalement pour dire voilà ce que nous avons pu faire. Mais il faut dire que cette situation de droits non respectés ne concerne pas uniquement les travailleurs de l'OCBN. Il y a tellement de promotions, de corporations dont les droits n'ont pas été respectés dans notre pays que je me demande vraiment comment fonctionne l'administration du travail dans notre pays. Figurez-vous, la loi dit on vous recrute par exemple avec une licence professionnelle. Votre licence professionnelle est reconnue équivalent de la maîtrise académique. Et on vous classe donc en catégorie A, échelle 3, échelon 1 en début de carrière. Mais il y en a qui sont recrutés par l'État, mais que l'administration a choisi de classer en catégorie B, une catégorie inférieure à la catégorie A. Mais pourquoi la loi dit autre chose et l'administrateur du travail, celui qui est chargé de conduire la carrière des agents, peut se permettre de faire autre? De la même manière, la loi dit, si on veut recruter quelqu'un pour un emploi permanent, mais qui doit être contractuel, il faut lui donner un contrat à durée indéterminée. Mais on a recruté des gens pour des emplois permanents, mais on les a classés, leur a donné des contrats à durée déterminée. Alors que l'agent qui commence avec un contrat à durée indéterminée a des avantages que celui qui commence avec un contrat à durée déterminée n'a pas. Donc on a l'impression que certains cadres, pas tous, certains cadres, juste pour empêcher certains travailleurs... Pour quel intérêt C'est justement la question qu'on se pose aussi. Puisque la loi dit, voilà ce qu'il faut faire. L'intéressé est recruté pour un emploi permanent. S'il n'est pas un fonctionnaire de l'État, il doit être contractuel. On lui donne un contrat à durée indéterminée. Mais il y en a, dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement primaire, il y a les promotions 2014. On lui a fait signer d'abord le contrat à durée indéterminée qu'on a rapidement repris pour dire non, vous devez être sous contrat à durée déterminée d'abord. La même chose a été reprise avec les contractuels recrutés en 2016. Et tu peux croire que la loi est là, mais on laisse pour appliquer l'humeur de l'autorité ou du cadre qui est appelé à mettre en œuvre. Qui est chargé de suivre tout ça en réalité? Non, je pense que au Bénin, à la date d'aujourd'hui, à cette date, il y a une seule personne qui est chargée de la gestion des travailleurs. C'est le ministre du Travail et de la fonction publique. Le ministre est entouré des cadres à qui elle donne des instructions pour la mise en œuvre dans le respect des textes de ces instructions. Et donc, je trouve que si quelqu'un doit taper du poing sur la table pour résoudre ces différents problèmes de droit, nous ne demandons pas qu'on aille relire les tests, qu'on applique les tests qui sont là, comme elles ont été adoptées, soit par l'Assemblée nationale ou par le Conseil des ministres, dans le cadre des décrets. Donc c'est tout ce que nous demandons, que les droits des retraités et licenciés de l'OCBN, de l'ex-OCBN devenu Benirail, soient respectés. Encore que là, Benirail n'a pas respecté aussi
les droits. Les agents n'avaient pas été avancés, ils avaient avancé certains en laissant d'autres de côté. Et dans tout ça là, un agent a saisi même le tribunal qui a rendu un arrêt confirmé par la cour d'appel, mais que Béniraï n'a pas cru devoir mettre en œuvre, que Béniraï n'a pas cru devoir respecter. Mais je veux dire, il n'est pas possible que dans un État, la décision, une décision rendue par la justice ne soit pas respectée par un opérateur économique. Je ne veux même pas parler de ses origines, mais je trouve que ce n'est pas normal. Le chef de l'État est le garant du respect des décisions de justice. Quelles sont les solutions possibles donc, pour ces agents? Donc, les solutions possibles ne sont même pas à imaginer. On n'a pas à les inventer. C'est déjà prévu par les textes. Lorsque l'employeur a prélevé les cotisations, ne les a pas versées, il les verse avec une majoration à la CNSS. Et ça, la CNSS s'en occupe. Lorsque la loi dit il faut calculer le droit de telle manière, on en a calculé d'une autre manière, c'est qu'on reprend le calcul et ce à quoi l'agent a droit, on lui complète ça. C'est tout ce que nous demandons. Les agents qui devaient être avancés mais qui ne l'ont pas été en violation des tests, il faut régulariser leur situation avant de calculer leur droit de licenciement. C'est ce que nous demandons au profit des agents de l'ex-OCBN licenciés et ou retraités. D'accord, on va changer de sujet très rapidement avec vous, SG. On va parler de la loi de finances gestion 2025, votée jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Quelle lecture faites-vous de ce vote, SG? Bon, nous pensons que c'est de tradition qu'en fin d'année, l'Assemblée nationale adopte la loi de finances pour l'exercice suivant. Donc pour le compte de l'année 2025, l'Assemblée nationale a adopté la loi de finances. Nous avons pu constater à la lecture du projet de loi, et ce que certains députés nous ont confirmé après vote, que grand chose n'a pas changé, que la structure d'abord, je prends certains ministères, ou un ministère X, vous allez constater la loi est présentée, la loi des finances est présentée unité administrative par unité administrative. Je prends par exemple, dans un ministère, il y a la direction de la planification de l'administration des finances. Et lorsqu'on rentre dans cette direction, il y a des services des ressources humaines par exemple. Le nombre de personnes en exercice, le nombre de travailleurs est là, leur salaire est évalué, les cotisations sociales évaluées. S'il doit y avoir d'achat de véhicules, c'est mis. Achat de carburant et lubrifiant, c'est mis. Les primes pour diverses activités, c'est aussi consigné. Et lorsque nous lisons la loi, nous avons constaté que la prise en compte de l'effet du reversement des AME ne figure nulle part. C'est d'ailleurs ça qui a motivé la COSI Bénin à répondre à l'invitation des députés pour le débat budgétaire. Parce que nous avons trouvé que c'est suffisamment préoccupant, c'est suffisamment important pour que nous ne puissions pas aller attirer leur attention là-dessus. Et là, nous avons demandé aux députés de veiller à ce que cette action décidée par le gouvernement depuis 2022, mais qui jusqu'à bientôt 2025 n'a pu devenir effective, qu'on puisse prendre ça en compte de façon claire dans le budget. Bon, par la suite, nous avons eu dire que les ministres ont dit que c'est pris en compte. Bon, je me suis demandé qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a pu, où est-ce que ça a été logé, dans quel chapitre, dans quelle ligne budgétaire ça a pu être logé pour qu'à la lecture, personne ne puisse dire avec précision, voilà là où on l'a logé. Je souhaite avoir tort. Je souhaite avoir tort parce que mon problème n'est pas d'avoir raison que ça n'a pas été pris en compte. Mon souhait est que les collègues
qui depuis de longues années sont sur les carreaux en train de trimer. Quoi qu'on dise, c'est eux qui éduquent aujourd'hui nos enfants. À l'enseignement secondaire, ils sont plus de 15 000, comme à l'enseignement primaire. Le total des agents de l'État en situation de classe à l'enseignement secondaire, je me demande si ça atteint 10 000. Alors que eux, ils sont plus de 15 000. Donc, c'est essentiellement eux qui font le travail aujourd'hui pour éduquer nos enfants. Et donc, on ne peut pas les laisser sur le carreau dans la précarité. Quoi qu'on dise, ils sont dans la précarité. Il y a quand même des actions menées par le gouvernement pour, on va dire, soulager un peu cette catégorie d'enseignants. Oui, bon, le gouvernement fait quelque chose. Est-ce que l'essentiel pour vous, c'est le reversement? Il y a d'autres mesures qui ont été prises à la rentrée dernière. Non, si le reversement avait été effectif, on n'aurait pas besoin de ces mesures. Parce que tout ce qu'on a cité comme avantage là, ils auront plus que ça s'ils étaient reversés, agents de l'État. Donc, on n'avait pas besoin de ces mesures, mais on avait plutôt besoin du reversement. Donc, sur le chapitre là, je pense qu'il faut que le gouvernement, je sais que le gouvernement est en mesure de demander un collectif budgétaire ou de prendre des mesures exceptionnelles pour pouvoir les prendre en compte. Donc, c'est tout ce que nous on veut, et que ce n'est pas que la COSI. Tout le monde souhaite que ses collègues AME, appelés abusivement AME, on peut se les changer de catégorie, qu'ils deviennent des agents de l'État. C'est tout notre souhait. Ça fait partie des raisons du rejet donc, de ce projet de budget par les opposants. Il y a la question de la prise en charge donc, des dialysés. On constate également que c'est seulement les fonctionnaires donc, qui sont soulagés et non les autres. Quelle est votre position sur la question? Non, nous pensons qu'on nous a parlé d'un budget hautement social. Oui. Bon, c'est ce que j'ai vu les cadres des partis et soutenant l'action du gouvernement et chanter sur les trucs là. Lorsqu'un budget est social, on doit pouvoir le sentir dans ce genre de situation. On ne peut pas dire que dans un pays, les dialysés, encore que ce n'était pas ainsi, ils étaient pris en compte. On prenait en charge parce que c'est des... la dialyse coûte excessivement cher, où il est très difficile à un citoyen ordinaire de pouvoir se faire dialyser pendant un certain nombre de temps. Oui. Même dès le début, c'est compliqué pour les gens. Et l'État, c'est d'abord les humains. C'est d'abord les hommes qui font l'État. On ne peut donc pas gouverner l'État dans une dynamique qui oublie une partie de ces composantes. C'est-à-dire les citoyens non agents de l'État. Même les agents de l'État font quelle proportion des Béninois? C'est la portion congrue. Et donc, il faut que le chef de l'État revoie un peu. Nous, on l'implore qu'il revoie sa carte, sa copie, pour que ces gens d'action qui relèvent de l'humanisme et que l'humain puisse s'exprimer en lui pour que ces concitoyens soient pris en charge dans leur détresse. Parce que c'est très difficile de voir son enfant, son frère, son épouse, son époux en train de mourir parce que l'État a refusé de prendre en charge la dialyse. D'accord. Dernier volet de notre entretien avec vous. Après un long parcours dans le milieu syndical, votre prédécesseur, donc Noël Chadaré, s'engage donc dans la politique. Il est désormais membre de l'Union progressiste, le Renouveau, depuis quelques jours. Comment est-ce que ce choix a été perçu à la Bourse du Travail? Bon, je pense que à ce jour, la COSI Bénin compte trois anciens secrétaires généraux. Il y a le professeur José de Souza, et Georges Kakaï Glélé, et puis Noël Chadaré. Ils sont tous vivants, ils sont tous solides. Et ils peuvent tous venir sur un plateau de télévision et débattre. Mais des trois, il y a un seul qui a décidé d'aller en politique, le tout dernier. Bon, beaucoup de gens nous ont appelés, on a reçu des messages, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas pourquoi il va faire ça. Et les gens, beaucoup se sont fâchés également, parce qu'ils n'ont pas compris que quelqu'un
qui, dans un passé récent, a été arrêté le 27 avril. Comme moi, nous avons été tous arrêtés, comme d'autres responsables syndicaux, parce que lors de la marche contre la cherté de la vie et contre la brutalité policière, nous avons été arrêtés, que celui-là devienne membre du parti au pouvoir et que celui-là, qui il y a quelques mois derrière, quelques années derrière, dénonçait les lois liberticides, les lois scélérates, et un certain nombre de politiques et de réformes mises en œuvre par le régime, que celui-là puisse devenir membre du parti majoritaire au pouvoir. Bon, je leur ai répondu ceci. Oui. Vous faites une confusion entre la personne physique de mon prédécesseur et la personne morale qu'il a été en tant que porte-parole, en tant que premier responsable de la COSI Bénin. Parce qu'en réalité, en tant que secrétaire général de la COSI Bénin, ce n'est pas forcément ma conviction personnelle que je défends. Mais je défends la conviction de l'organisation que je dirige. Et l'organisation a des structures, a ces structures qui analysent certains actes et même décident qu'on aille dans telle direction alors que ma conviction personnelle ne me demande pas d'aller. Mais je suis, parce que je suis la personne morale qui incarne cette organisation. Et donc, les prises de position radicales de mon prédécesseur n'ont pas été que sa conviction personnelle. Il est vrai, sur certains aspects, sa conviction personnelle est entrée en jeu. Oui. Mais sur la plupart des situations, c'est la conviction du groupe, la conviction de l'organisation COSI Bénin qu'il a porté pendant ce temps. Concrètement, quel problème cela pose qu'il s'engage en politique? Ça ne pose en réalité, aux yeux de la bourse du travail, ce n'est pas que de la COSI. Oui. Aux yeux de la bourse du travail, ça ne pose aucun problème. Parce qu'aucun test ne lui interdit d'aller en politique. Aucun test n'interdit même à un responsable syndical en exercice d'aller en politique. Lula da Silva au Brésil, le président d'exercice, c'est un secrétaire général confédéral. Bien sûr. Il y a beaucoup d'autres, même chefs d'État en Afrique, qui ont été donc. Mais le problème que ça a posé à beaucoup, c'est que entre ces prises de position d'il y a quelques années, quelques semaines, et son entrée en politique, le parti qu'il a choisi, dans lequel il a choisi de militer, en fait, c'est ça qui apparaît un peu comme contradictoire aux yeux de Vous aurez souhaité qu'il se retrouve dans un autre parti, autre que un parti de la mouvance? Non, ce n'est pas notre problème. Oui. Parce que c'est ça. En fait, il incarne désormais sa conviction personnelle. Voilà. Et non la conviction de l'organisation qu'il a eu à diriger. Et il faut faire la part des choses. Que la COSI Bénin, jusque là où nous sommes, est apolitique, indépendante de toute tendance religieuse, idéologique. Ou à l'intérieur, même du bureau que je dirige aujourd'hui, il y a des gens appartenant à n'importe quel parti politique. Je suis le seul à refuser, depuis de longues années, d'appartenir à un parti politique. Mais les membres, ils sont libres d'être LD, et UP, Renouveau, ou BR, ou tout ce qu'ils veulent. Donc, Noël Chadaré est libre de tout engagement syndical, et donc libre à lui d'aller dans la direction qui le plaît. Et donc, pour nous, c'est un non-événement. D'accord. C'est un non-événement, ça ne nous a absolument rien dit. D'accord. On va finir très rapidement avec votre mot à l'endroit certainement du gouvernement sur la question justement des retraités licenciés de l'OCBN. Merci M. Boukari de m'avoir donné l'occasion de poser une fois de plus le problème des travailleurs que je représente désormais en tant que secrétaire général de la COSI Bénin. J'invite le gouvernement à revoir la situation de ces agents qui ont travaillé pour lui, pour le pays, l'État étant une continuité, et jusqu'au jour où ils sont appelés à faire valoir leurs droits
à une pension de retraite pour se rendre compte que leur employeur n'avait pas versé les cotisations qu'on leur avait eux autres prélevées. Et aux autres licenciés, que l'État puisse prêter un peu attention à leur situation pour que les droits mal calculés et les droits impayés, qu'on puisse en faire une évaluation précise afin que les agents là aient ce à quoi ils ont droit pour le bonheur de leur famille et les autres problèmes de droit, qu'on puisse faire l'effort d'éviter de piétiner les droits des travailleurs pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que ne pas le faire, s'ils sont en activité, ils sont frustrés, ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes et à terme, peut-être la justice va donner encore la décision et demander que l'État verse. Et ça fait pratiquement pour moi double pète parce que l'agent n'avait pas pu donner le meilleur de lui-même, mais on a fini par encore lui payer ce pour lequel il n'avait pas donné le meilleur de lui-même. Donc il faut vraiment que l'État soit regardant sur ces différentes situations et que le dialogue social soit un peu plus réaliste, que le dialogue social entre l'État et les partenaires sociaux que nous sommes soit basé beaucoup plus sur le concret et qu'on puisse prendre les problèmes de ces travailleurs-là pour les résoudre un à un afin que la situation soit la plus acceptable possible. D'accord. Merci à vous, M. Kodjo Henlin, secrétaire général de la COSI Bénin, Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. On va dire très bonne journée à vous. Merci et pareil à vous. Mesdames et messieurs, on va changer de sujet à présent pour parler sécurité routière. Georges Anagono nous rejoint sur ce plateau dans un instant. Il est le chef service communication et coopération du Centre national de sécurité routière. On va l'installer. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Le Gaïman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Retour sur le plateau du grand format pour la suite de notre entretien. Georges Anagono vient de nous rejoindre, je vous le disais, il est le chef service communication et coopération du CNSR. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Boukari et bonjour aux téléspectateurs de Canal 3 et merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors on parle de sécurité routière. En période de fête de fin d'année, nous avons l'impression que le nombre d'accidents augmente sur nos axes routiers. Est-ce que c'est une réalité ou c'est l'impression que l'on a? Vous avez bien introduit votre question. Oui. Vous avez l'impression. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Oui. Je ne peux pas dire, étant donné que je suis béninois, je ne peux pas dire ici que ce ne fut pas une réalité. Mais lorsque vous avez un problème en matière de sécurité routière, vous devez vous en occuper. Donc le CNSR, depuis des années,
à commencer par lutter contre cette mentalité qui voudrait faire croire que, bon, à la fin de chaque année, Dieu fait le bilan. Et donc, nous, on avait un slogan qui dit que nous allons démentir ces résultats de fin d'année. Et donc, nos travails, nos actions, dans ce sens, sont nombreuses. Et de toute façon, que je ferai avec vous le point de ce que le Centre national de sécurité routière fait depuis un moment. C'est pour ça que nous sommes... Effectivement, les dispositions particulières prises donc, pour ces fêtes de fin d'année pour permettre donc, aux citoyens de fêter sans accident. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain actuellement? Voilà. La sécurité routière se base essentiellement sur la sensibilisation, c'est-à-dire de communiquer avec les usagers, d'aller les voir, de faire des actions de proximité. C'est cela la base de la sécurité routière. Et donc, dans le temps, nous avions des activités que nous faisons lorsque la fin d'année s'approche. On appelait d'ailleurs ça la Semaine nationale de sécurité routière qui se faisait à la fin de l'année. Mais oui, voilà, vous savez, chaque autorité, lorsqu'elle arrive à sa politique, et donc la politique du directeur Aubin Adoukonou nous a permis d'augmenter ces activités-là et d'avoir beaucoup plus d'initiatives. Et donc pour cette année, par exemple, il y avait une activité qu'on ne faisait pas. Parce que nous avons regardé les statistiques premier trimestre 2023 et premier trimestre 2024 et nous avions constaté que la tendance elle est baissière. À notre bonheur, bien sûr, parce que depuis un certain temps, les statistiques sont parce qu'à cause des travaux, à cause de l'asphaltage et tout. Et donc, nous avons commencé par faire une sensibilisation lorsqu'on a fait, on a comparé les statistiques du premier trimestre 2023. Oui, premier trimestre 2023 et premier trimestre 2024, nous avons constaté qu'il y a une tendance baissière. À Cotonou particulièrement, par exemple, nous avons constaté une baisse de 19%. Et sur le territoire national, nous avons constaté une baisse de 10%. Bonne nouvelle. Et si vous voulez aller en sécurité routière, vous devez maintenir la tendance, ce qui vous a permis de faire ça. Mais au troisième trimestre de cette année, nous avons constaté que il semble qu'il y a de plus en plus d'accidents. De toute façon, vous savez, aujourd'hui, le phénomène des réseaux sociaux donne de l'ampleur à quelque chose qui arrive et que tout le monde est informé tout de suite. Lorsqu'on a constaté, notre directeur a dit que troisième trimestre, début des vacances scolaires pour les élèves où ils sont à la maison, qu'il est nécessaire de pouvoir déclencher une campagne. Nous avions alors déclenché pendant les juillet, août, par là, nous avons déclenché une campagne que nous avons appelée Vacances sans accident. Vacances scolaires étudiants sans accident. Et cette campagne a couvert tout le territoire national du Bénin. Nous sommes avec le directeur, on a lancé à Cotonou, on a lancé à Boïkon, qui est une grande ville où il y a notre ANES, on a lancé à Parakou, ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, cette campagne allait prendre fin lorsqu'est arrivée la rentrée. Et à la rentrée, nous avons une campagne qu'on appelle la marche vers l'école. La marche vers l'école, ça nous permet de rappeler aux différents acteurs, aux différents usagers que nos enfants vont se mettre sur la route de l'école. Tout à l'heure, nous avons fait, je vous parlais de vacances sans accident parce que on avait sorti ce plan pour dire, derrière un ballon que vous voyez sur la route, en fait, c'est qu'il y a un enfant. Ils sont en train de jouer, il a laissé passer le ballon filé sur la route, lui il ne regarde personne, il court pour aller chercher son ballon. Donc il fallait appeler les gens. Maintenant voilà, il va à l'école, sur le chemin de l'école. Nous avons eu des événements dans le passé qui sont des événements qui nous ont marqués. Par exemple, il y a eu un événement à Boïkon où à la sortie de l'école, un véhicule est entré parmi les élèves et a fauché 2 ou 3 élèves. C'est un événement qui est douloureux et qui nous a marqués. Donc, à la rentrée, nous faisons la marche vers l'école. Et quand je vous parle d'une campagne, ce n'est plus une activité que, par exemple, le directeur régional à Boïkon a constaté un phénomène quelque part et a voulu faire une activité spécifique. Ça, c'est différent. Mais lorsque nous lançons une campagne, la campagne court toute l'année. Donc, on a fait vacances sans accident. Nous sommes entrés dans la marche vers l'école. La marche vers l'école. Et quand la marche vers l'école prenait fin, est arrivée la journée de la célébration de la journée de souvenir des victimes et de la journée africaine pour la sécurité routière. Et là, je vous signale un truc, cette année, l'Union africaine nous a rappelé pour dire qui sont ceux qui célèbrent ces journées-là. La chance que nous avions, à chaque fois qu'on célèbre cette journée, eh bien, nous envoyons les éléments, les coupures de presse, les reportages, nous envoyons à l'Union africaine. Et donc, le Bénin est parmi les bons élèves en matière de célébration des journées. Parce que célébrer une journée, ce n'est pas aller faire la fête, mais c'est pour nous,
c'est chaque fois conscientiser les gens. Donc, nous avons fait, actuellement, par exemple, la journée des victimes, la campagne a continué. La campagne a continué où le directeur a voulu, à chaque fois, et moi, bon, voilà, je le connais cela, il veut chaque fois que l'événement soit social et soit national. Lorsque nous lançons une campagne, lui, il faut que ça soit national. Je ne sais pas, il y a quelques jours, lui-même, il était à Parakou. Bon, voilà, parce que la sécurité routière n'est pas se croiser les bras, rester dans les bureaux. Non, c'est pas ça la sécurité routière. La sécurité routière, c'est d'être à côté des gens, de déclencher des campagnes de proximité. C'est comme ça, vous allez voir, par exemple, les rues asphaltées. Dans Cotonou, par exemple, je voyais nos collègues de l'ANES de Cotonou qui faisaient une campagne où au bord des rues asphaltées, ils se mettent là pour parler aux usagers, mais ils font plus que ça. Ils vont dans les maisons riveraines pour aller rappeler aux gens que, actuellement, la rue qui passe devant vous est devenue une route bitumée, donc a changé de catégorie. Vous devez alors changer de comportement. Actuellement même, on est allé plus. Notre directeur a fait écrit à la direction des marchés, et les nouveaux marchés, au nombre de 12 dans Cotonou, nos collègues sont actuellement dans ces marchés-là pour sensibiliser les usagers, pour dire avant, le marché était dans son état qu'on connaissait. La route qui part devant le marché n'était pas bitumée. Donc, c'est plus facile de faire les activités pour les usagers d'aller, revenir. Mais, voilà que la voie, le marché, il est tout neuf, d'accord? Mais la voie qui contourne le marché, les voies là, deviennent aussi bitumées. Donc, du coup, le comportement de l'usager doit changer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà les actions que nous sommes en train de mener et dans peu de temps, le directeur, je pense mon collègue me le disait, a demandé que nous lançons la campagne de fin d'année. Tout ça pour nous assurer que, en période de fin d'année, eh bien, nos usagers vont nous écouter. Et moi, j'aime bien rappeler cette situation de Cotonou. Par exemple, lorsque nous n'avions pas envoyé les 2 roues sur le trafic local qu'on appelle le trafic, lorsque nous n'avions pas envoyé les 2, d'ailleurs vous êtes à Canal 3 ici, vous savez, les matins, il n'y a pas de jour, vous n'entendez pas les sirènes passer pour aller, les sapeurs-pompiers et tout ça. Mais lorsque nous avons changé, que nous avons envoyé les 2 roues sur la piste cyclable, rien qu'à Cotonou, où en novembre, décembre, on pouvait avoisiner 20-25 tués. Aujourd'hui, depuis qu'on a fait, on a pris cette réforme-là, nous sommes passés autour de 6 tués. Vous voyez, quand vous suivez, par une action en sécurité routière, vous sauvez 20 vies. C'est grand, c'est considérable. La tendance est régressive. La tendance, de toute façon. Et c'est ça qui va que je vous disais tout à l'heure. Pour maintenir justement cette tendance régressive. Merci beaucoup. Ce que nous faisons, c'est que nous n'avons pas de repos en matière de sensibilisation. Et la police elle-même n'a pas de repos. Lorsque nous avions constaté au 3e trimestre, vous allez voir que le 3e trimestre coïncidait avec la période où la police finissait une campagne. Vous savez, à chaque fois que la police se met sur la route, c'est pour faire une campagne. La police finissait une campagne de contrôle coercitif ou de répression, tout ce que les gens veulent. Et comme la police s'est retirée un peu, eh bien la tendance a remonté. Notre directeur, il a tout de suite écrit au directeur général de la police pour dire, comme on a relancé, ça a reparti, il faut qu'on revienne tout de suite. Donc, ça fait que la police, vous allez voir, la police est repartie sur la route pour pouvoir contrôler les gens. Et lorsque même la police fait ce contrôle, il y a des éléments qui nous sont rapportés, comme quoi, par exemple, les gens disent, ah oui, la police nous demande encore de sortir l'attestation de visite technique, par exemple. Oh, d'ailleurs, vous vous rappelez, mon directeur avait discuté, vous avez annoncé la digitalisation sur ce plateau. Où en sommes-nous aujourd'hui? La prise de rendez-vous pour la visite technique, bon, est-ce que au départ c'était pour réduire le temps d'attente? Est-ce que la réforme marche? Vous ne l'avez pas remarqué? Moi, je ne sais pas. En tout cas, les amis qui viennent au Centre national de sécurité routière, donc la réforme elle est lancée, qui prennent leur rendez-vous sur la plateforme avant d'arriver. Ils vont vous dire, je pense, qu'aujourd'hui, on ne fait pas plus de 15 minutes avant de partir. Au début, nous avons eu un problème, c'est que tous ceux qui ont pris rendez-vous, par exemple, dans la journée de lundi, demain par exemple, en réalité, la machine leur fixe des heures. Oui. Mais les gens pensent qu'en dehors de ces heures-là, ils peuvent faire leur visite technique. Donc, ils arrivent plus tôt. Et même des gens font des reportages pour mettre sur les réseaux pour dire qu'il y a un fil intenable au Centre national de sécurité routière parce que tout le monde est arrivé à la même heure.
Sinon, lorsque vous arrivez à l'heure du moins qui vous a été donnée sur votre rendez-vous, eh bien, à peine 15 minutes, vous avez fini, vous êtes parti. Parce que nous ne demandons plus aux gens, il faut attendre, avoir votre attestation, non. L'attestation peut venir sur votre téléphone. Mais l'avantage, puisque le directeur vous l'avait dit, l'avantage que ça apporte aux usagers de la route, c'est que la police, désormais, a des scanners. Et lorsqu'il suffit de scanner et de regarder sur son téléphone, et la police a toutes les informations sur votre véhicule. Toute la situation administrative, c'est-à-dire TVM, l'assurance et le contrôle technique s'affiche normalement. Le programme Sécurroute. Voilà, est passé par là, et donc ça s'affiche automatiquement sur C'est vrai qu'un système qui vient de commencer, il faut que ça prenne du temps pour que tout le monde s'habitue, y compris nous-mêmes, y compris la police. Mais lorsque ces informations arrivent, notre directeur, il saisit automatiquement le DGPR et on se retrouve en concertation pour étudier les problèmes qui se posent. La finalité serait que on ne puisse plus demander à un usager sur la route quelle est son attestation papier, parce qu'on parle de digitalisation. Donc on te demande où est ton attestation papier de contrôle technique automobile, on ne te demandera plus, parce que lorsque on aurait scanné ton numéro ou on aurait scanné le titre de Sécurroute, c'est que la police a cela de voir tout. Vous savez, en matière d'évolution technologique, ceux qui veulent rentrer nouvellement ne vont pas commencer par où les autres ont commencé. Moi, je vois des contrôles en France où le policier, quand il te prend, il se sépare, il appelle la base. Tel véhicule, regardez-moi sa situation. En ce moment-là, l'autre va rapidement sur la plateforme et il a la situation. Ce que nous avons voulu faire avec DGI, avec la police, avec les assureurs et tout ça, c'est que sur le champ, lorsque le policier scanne votre code-barre, qui est dans le truc de Sécurroute, systématiquement, il a cela. Ça devait amener moins de tracasseries pour les usagers de la actuellement, on constate quelques perturbations sur la plateforme de prise de rendez-vous pour les visites techniques. Alors pourquoi C'est aussi les conséquences de la digitalisation ou bien de la technologie. À un moment donné, la DGI était en train de mettre à niveau sa plateforme. Elle était en train d'entretenir, les 2 semaines qui sont passées là, ça c'est vrai, elle était en train d'entretenir la plateforme. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant cette période, il y a eu des perturbations et vous ne devez pas oublier qu'on a changé de numérotation de téléphone aussi dans notre pays. Donc tout ça là a fait que la perturbation a eu lieu, mais les techniciens sont à pied d'œuvre. Je pense à partir de la semaine prochaine, ça devrait changer normalement et que ceux qui veulent prendre leur rendez-vous pourront l'avoir facilement et se présenter au Centre national de sécurité routière pour leur visite technique. D'accord. En termes de perspective, qu'est-ce que le CNSR prévoit? En termes de perspective, nous avons eu un séminaire dans cette semaine à Grand Popo et c'est un séminaire qui a regroupé tous les acteurs. Parce que vous ne faites de sécurité routière de façon efficace que lorsque vous avez une base de données qui est efficace et qui vous donne la tendance à chaque fois au niveau de chaque pays. Et donc, notre directeur a écrit à l'OMS pour demander son soutien, dont l'OMS a envoyé des techniciens, des experts venus de Genève et de la Côte d'Ivoire pour venir travailler avec les acteurs pour nous montrer que, vous savez, il y a une situation fondamentale entre nos pays et l'OMS qui présente souvent un rapport de situation sur le plan mondial. Ce qu'il y a, c'est que souvent il y a un gap entre les chiffres présentés par l'OMS et les chiffres présentés par les pays. Et donc, nous sommes en train de chercher à consolider notre base. Et un exemple nous est venu donner de la Côte d'Ivoire, qui a montré que les Ivoiriens ont montré que au moment où, dans la ville d'Abidjan, ils ont essayé de prendre en compte tous les éléments qu'il faut. Les chiffres qu'ils ont publiés sont un peu proches des chiffres de l'OMS. Moi, je suis, voilà, et au niveau des Nations Unies de l'Union africaine, je fais partie des experts qui disent que non, mais nous, on n'est pas d'accord avec les chiffres publiés par l'OMS. Mais le travail fait par les Ivoiriens, qui nous a été exposé ici, montre que si on prenait en compte toutes les données, eh bien, nous pouvons avoir presque les mêmes chiffres avec l'OMS. Et quand vous avez les chiffres, ça vous permet d'orienter vos actions. Ça vous permet d'orienter vos actions de sensibilisation et de savoir où est-ce qu'il faut appuyer pour que la tendance baisse. Parce que l'obligation pour nous, c'est d'aller à la tendance baissière. D'accord. Un message très rapidement aux usagers de la route pour finir l'entretien. Je voudrais dire, comme nous avons l'habitude de le dire aux usagers de la route, qu'il n'y a pas de période où on fait un bilan.
Dieu fait un bilan. Dieu veut la vie pour tout le monde. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, comme on le dit. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de chantiers dans le pays. Il y a beaucoup de chantiers dans notre pays. Et sur ces chantiers-là, qu'est-ce que le CNSC a fait? Nous avons travaillé avec la CIRAT pour qu'on puisse mettre sur chaque chantier des panneaux temporaires qui existent. Et donc, je voudrais demander, le CNSC demande surtout, puisque si on a fini de mettre ces panneaux-là, moi, je me viens à côté de moi, sur un chantier, on a mis des panneaux pour montrer que le chantier est là. D'accord? C'est pour que les usagers puissent lire ces panneaux et faire attention. Si vous avez fait attention, même cette nuit, ces temps-ci, ceux qui travaillent dans la nuit sur la route, ils ont changé de tenue et ils ont pris des trucs là. Ça, c'est la formation que le Centre national de sécurité routière a donnée dans cette entreprise-là pour que les gens puissent prendre les dispositions nécessaires. Si les gens finissent de faire ça et que les usagers n'observent pas les règles imposées par ces mesures prises, ça n'aura pas. Donc je voudrais demander aux usagers de la route qu'il n'y a pas de bilan en fin d'année lorsque vous suivez strictement les règles du code de la route. Et que, bon, d'ailleurs, voilà, le code de la route, que ce soit le code de la route, le document de politique, nous sommes en de très bonne voie. Et j'explique souvent aux gens, parce que les gens vous parlez du code de la route il y a longtemps. Non, c'est la méthode du gouvernement talon qui voudrait que, désormais qu'on prend une loi, avant que la loi ne soit prête, il faut que les tests d'application soient prêts. Là, nous avons presque fini avec les tests d'application et notre code aura lieu. Donc, il faudrait que les gens soient de plus en plus vigilants dans cette période de fin d'année et ils ne feront pas partie des statistiques de bilan de Dieu à la fin de l'année. D'accord, merci à vous, M. Georges Anagono, chef service communication et coopération du Centre national de sécurité routière. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. En tout cas, bonne journée à vous et merci. C'est un plaisir pour moi d'apporter les plateaux aussi. D'accord, d'accord. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est le moment de suivre la revue de presse hebdomadaire de Achiomon Kani Achiomon. Et juste après, c'est Claude Alofa qui va s'installer. Il est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Avec lui, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité nationale. Et juste après, le décryptage, c'est notre artiste de la semaine qui va s'installer ce dimanche. Celui qui sera avec nous, il a pour nom Alphonse Gandono. C'est un chantre de l'Éternel qui célèbre 25 ans de carrière musicale. Et d'ailleurs, il organise un concert le dimanche prochain. Il va nous donner tous les détails dès qu'il sera avec nous sur ce plateau. Juste après, Claude Alofa. Voici la revue de presse hebdomadaire. 1er décembre 1999, 1er décembre 2024, votre quotidien Fraternité à 25 ans. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'être sur la revue de presse hebdomadaire. La grosse actualité de la semaine, c'est l'approbation et le vote de la loi de finances 2025 au Parlement. Un vote qui a fait le gros titre de la plupart des parutions, à l'instar du journal Le Matinal, qui informait de 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention. C'est par ce résultat que la loi de finances exercice 2025 a été adoptée par le Parlement le jeudi 5 décembre 2024. La nation estimait alors que le chef de l'État a désormais les coudées franches pour poursuivre l'année prochaine la mise en œuvre de son programme d'action. Cette adoption met fin au long processus qui a caractérisé l'étude au Parlement de ce projet de budget depuis sa transmission le 18 septembre dernier. Fraternité rappelait qu'il s'agit d'une loi de finances qui s'équilibre en ressources et en charges, crédit de paiement à la somme de 3 551 milliards de francs CFA, en hausse de 11% par rapport à 2024. Il ressort que les perspectives économiques pour 2025 s'inscrivent dans les directives du programme d'action du gouvernement 2021-2026 en phase avec le plan national de développement. Du même rapport, on peut retenir que malgré le contexte d'incertitude croissante du fait des aléas climatiques et des chocs exogènes, ce budget postule un taux de croissance de 6,8% en 2025 contre 6,7% anticipé pour 2024 et devrait se réaliser dans un environnement non inflationniste. Pour Bénin Intelligent, le budget 2025 vise prioritairement, selon le rapport de la Commission des finances et des échanges,
à renforcer la résilience de l'économie tout en consacrant la poursuite et la consolidation des leviers de sa transformation structurelle et une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique pour plus d'équité et de justice sociale. Libération s'indignait du énième boycott du budget général par les démocrates qui ont voté contre. Les nombreuses réalisations du gouvernement Talon n'ont pas convaincu les démocrates. Les infrastructures communautaires saluées partout peinent-elles toujours à convaincre l'opposition? Pourquoi s'obstine-t-il à donner au gouvernement les moyens de poursuivre les œuvres de développement en cours? Et si l'opposition pensait au peuple, s'interrogeait alors le journal quand la Nouvelle Tribune analysait que les députés de la majorité parlementaire ont donné un avis favorable à la loi de finances gestion 2025 après avoir félicité le gouvernement pour sa vision de développement, contrairement aux députés les démocrates qui ont voté contre en justifiant leur acte par une interdiction de leur manifestation dans le septentrion, le décès du jeune Faisal Wourou qui justifie la énième victime de bavure policière et le fait de permettre à un fonctionnaire parlementaire proche du président de l'Assemblée nationale de leur répondre. Le comportement des députés de l'opposition n'est pas passé inaperçu aux yeux de leurs collègues qui peinent à trouver une réponse juste à leur manière d'agir hier au Parlement lorsque le projet de loi de finances gestion 2025 était soumis au vote. Et sur une toute autre question, Matin Libre est revenu sur les démarches de la demande d'audit de la liste électorale pour ressortir le piège que doit éviter l'opposition. Le journal estimait que l'enjeu d'une élection transparente ne réside pas seulement dans la fiabilité d'une liste électorale. Le code électoral querellé peine à être révisé en dépit des voix qui se sont élevées ça et là pour réclamer sa révision. La fiabilité d'une liste électorale ne garantit pas nécessairement une élection transparente. Il est facile de se servir de l'audit de la liste électorale comme subterfuge pour valider une élection chrysogène. Les démocrates et les autres partis de l'opposition ont donc tout intérêt à être vigilants et à ne pas dormir sur leur laurier. Aussi, notait Gasquiani, la renaissance nationale de Claudine Prudencio abonde dans le même sens et enfonce le clou. Tout en saluant l'initiative d'un audit, les responsables du parti RN ont tenu, d'après le communiqué publié, à souligner que toute démarche doit s'inscrire dans le respect des lois et institutions de la République. Ils ont exprimé des réserves sur la pertinence d'auditer la liste ayant servi aux élections de 2023, estimant qu'une telle initiative risquerait de détourner l'attention des enjeux futurs et pourrait être porteuse de germes chrysogènes. Ils ont toutefois réitéré la position de RN à examiner toute proposition visant la LEI des élections générales de 2026 dans le cadre légal prévu. Fraternité attirait déjà l'attention pour souligner que plus que 15 mois et les Béninois seront appelés à désigner dans les urnes le successeur de Patrice Talon. Paradoxalement, c'est le calme plat au niveau des chapelles politiques. Il est révolu le temps où l'effervescence s'emparait du personnel politique. En temps normal, plus l'échéance approche, plus la ferveur monte. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Il faut croire que la réforme du système partisan manifestée par la charte des partis politiques et le code électoral ont annihilé toute velléité de parole, d'action et de manifestation des animateurs de la vie politique. Le paradoxe est encore plus troublant que la réforme du système partisan donne le pouvoir exclusif aux partis politiques de désigner les candidats à la présidentielle, c'est dire que les candidats indépendants qui ont toujours damé le pion à leurs pairs issus des formations politiques n'ont aucune chance de rééditer l'exploit en 2026. Dans la suite, le matinal indiquait qu'à compter du mercredi 1er janvier 2025, toutes les opérations de formalisation foncière devront se faire exclusivement via la plateforme numérique e-Foncier Bénin. Cette nouvelle disposition concerne plusieurs grandes communes du pays, à savoir Cotonou, Porto Novo, Parakou, Mekalavi, Semepoji, Djougou, Kobe, Aplahoué, Boïkon, Sakete, Ndali et Grand Popo. L'annonce a été faite par le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Dans un communiqué, les administrations communales concernées
sont avisés pour se conformer à cette nouvelle mesure. Et ailleurs, les 25 ans de fraternité dont se rappelaient quelques membres de l'équipe, dont Victorine Fabii, citation, « J'étais au commencement de fraternité et nous avons sorti le premier numéro le 1er décembre 1999. Ce n'était pas du tout facile car Fraternité était née dans un environnement très concurrentiel et il fallait l'imposer par la qualité des articles et surtout une bonne charte graphique. Avec la détermination de chacun et un bon esprit d'équipe, le journal fait son petit bonhomme de chemin et il a 25 ans aujourd'hui. » Fin de citation. Crépin Bossou d'ajouter, à la vérité, mon passage à Fraternité a constitué pour moi la plus belle et vivifiante expérience professionnelle que j'ai vécue dans ma vie de journaliste. Fraternité constituait sans aucun doute à l'époque avec le matinal, le média béninois le plus craint et le plus respecté, ceci du fait de la qualité de son personnel, la rigueur de ses investigations et analyses, le tout boosté par l'incroyable touche managériale de son directeur général, l'honorable Malik Seibou Gomina. C'était la revue de presse hebdomadaire. À dimanche prochain. « 1er décembre 1999, 1er décembre 2024, votre quotidien Fraternité à 25 ans. « 1er décembre 1999, 1er décembre 2024, votre quotidien Fraternité à 25 ans. » Instant décryptage de l'actualité nationale avant le dernier rendez-vous de cette émission. Claude Alofa, bonjour. Bonjour, cher frère. Directeur de publication du quotidien L'Informateur. Merci d'être avec nous. On va commencer avec la manchette de votre journal qui parle du vote de la loi de finances gestion 2025. Mission accomplie pour les députés? Mission accomplie pour le gouvernement. Mission accomplie aussi pour les députés, puisque c'est leur travail, c'est à eux donc de voter le budget. Quel que soit ce qui peut être dit, c'est que le budget a été voté et donc le gouvernement a de quoi donc faire fonctionner l'exécutif, l'administration béninoise et tout le pays en 2025. Et puis, on constate que les démocrates donc, ont rejeté, on va dire, cette loi de finances. C'était prévisible pour vous? Disons, oui, prévisible en ce sens que c'est l'opposition et on est à quelques mois d'une échéance électorale cruciale. Et donc, des élections générales, et puis après la présidentielle. Doit-elle s'opposer évidemment, elle a intérêt juste à dire que ce qui se fait est mauvais pour que celui qui dirige ce qui se fait ne puisse pas être entendu par les électeurs plus tard. Donc, pour moi, il n'y avait pas à espérer autre chose. J'avais même pensé, nous avions pensé dans nos textes, dans nos écrits, que l'opposition serait allée plus loin, peut-être en attaquant directement certains faits, de certains aspects de ce budget, et juste pour montrer qu'ils peuvent faire mieux. Mais je crois qu'on n'a pas eu cette chance, ou du moins on n'a pas eu cette possibilité, parce qu'il fallait juste prendre, c'est notre avis, prendre des aspects du budget et de dire qu'à ce niveau, il y a tel type de problème et que normalement, on devait plutôt faire tel. À un an d'une élection, je crois qu'on a déjà vu se faire ailleurs, les élections passées aux États-Unis. Il faut toujours... Nous ne donnons pas de conseils à qui que ce soit. Nous ne faisons pas le travail de quelqu'un à sa place. Nous ne faisons que des analyses. Nous pensons que l'opposition devrait rester dans sa logique qui était donc de boycotter le budget. Quel que soit le budget, si on avait même un budget de 10 000 milliards de francs CFA, l'opposition a fait des amendements qui n'ont pas été pris en compte. Des raisons ont été évoquées, Claude. Par exemple, le cas donc des aspirants au métier d'enseignement, donc qui
qui n'a pas été prise en compte, ça fait partie des griefs donc, de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas une raison justifiée là? Bon, je pense que la situation des AME est une situation qui date depuis quelques années déjà. Et l'opposition, pour moi, n'attend pas le jour du vote du budget pour un peu comme dire, voyez-vous, le gouvernement n'a pas prévu. C'est un problème crucial, c'est un problème social. Et donc, c'était une démarche à mener depuis peut-être de commun accord avec les intéressés, les AME, et pour forcer un peu la main au gouvernement. Et donc, voyez-vous, le rejet du budget, c'était comme si c'était programmé à être rejeté par eux. Parce que eux, au lieu d'amener le gouvernement à faire, au lieu d'inciter le gouvernement à faire, ils sont restés dans la logique où on attend de voir, ils ne vont pas faire et nous allons dire qu'ils n'ont pas fait. Comment peut-on inciter le gouvernement à faire peut-être ce qu'il ne veut pas faire? Là-dessus, je ne suis pas très sûr que le gouvernement ne veuille pas le faire. Quand on prend le cas des dialysés, aujourd'hui, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau. Il y a eu plusieurs réactions et tout. Pourtant, donc, le budget n'a pas prévu la prise en compte de tout le monde, sauf les fonctionnaires. Bon, je me dis à mon niveau, voyez-vous, la question, je crois qu'elle serait beaucoup plus utile ou bienvenue pour le ministre de l'économie. Moi, mon rôle n'est pas de défendre pourquoi le gouvernement a fait ou n'a pas fait. Mon rôle, c'est de faire juste des analyses. Avant de venir au dialysé, un problème crucial parce que c'est un problème de santé publique. Là-dessus, je crois que le gouvernement, je suppose, doit avoir peut-être d'autres propositions plus sérieuses à faire. Peut-être, je crois, je suivais aussi vos invités qui parlaient de la possibilité d'un collectif budgétaire. Ce sont des possibilités. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui ont été faites dont le gouvernement va parler, parce que lorsque nous parlons de problèmes de santé, ce n'est pas forcément le grand nombre de personnes touchées qui influencerait donc la mise en œuvre d'une politique claire dans ce sens-là. Donc, je crois que le gouvernement suit là-dessus. Pour les AME, voyez-vous ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une situation dans laquelle il est difficile que l'opposition puisse défendre une position comme celle qu'elle le fait, parce que c'est le chef de l'État qui a parlé pour la première fois de reversement des AME, alors que personne n'y pensait du tout. Cela veut dire que c'est possible. C'est possible. Et que le gouvernement peut-être travaille à le faire. Voyez-vous. Pendant combien de temps? Là-dessus, nous ne sommes pas l'exécutif. C'est pourquoi je dis que c'est eux, les députés, qui ont accès au budget de manière plus claire et détaillée. C'est à eux, justement, de dire le budget passé, on aurait pu faire tel. C'est toujours, leur rôle, c'est de faire des propositions. Et parfois, lorsqu'ils insistent, c'est de pouvoir dire on peut trouver l'argent de telle ou telle autre manière. Et lorsqu'on aspire à être au pouvoir, disons, dans un avant-dernier ou dernier budget du pouvoir en place, c'est de dire, si nous étions là, nous aurions pris de l'argent à tel niveau. Nous aurions fait rentrer de l'argent de telle manière pour régler le problème des dialysés, pour régler le problème donc des AME. Pour moi, notre lecture, c'est cela justement, l'opposition qui veut gagner le pouvoir après le pouvoir présent. Mais constater juste que ce n'est pas fait, je trouve que nous n'avons pas... Nous le constatons tous. Nous constatons que les AME ne sont pas reversés. Nous constatons que les dialysés n'ont pas une solution particulière. Mais alors, entre eux et nous, qui doit faire le travail? Entre les députés et nous. Nous qui sommes ici, nous constatons. Les députés. Évidemment. Donc, quand le travail n'est pas fait, je crois qu'il faut que chacun retourne à sa responsabilité. D'accord. Autre sujet avec vous, Claude Alofa, les élections générales, c'est... on va dire dans quelques mois au Bénin. Et puis cette question à la manchette de votre journal dans sa parution du mardi. Quel candidat pour l'opposition? Qu'est-ce qui vous a inspiré cette manchette? Bon, la question, c'était juste de savoir si l'opposition y pensait. D'accord, nous ne sommes pas là pour choisir le candidat pour l'opposition ou pour proposer les critères. Non, ce n'était pas forcément cela. Mais c'était de constater, en fait, si quelqu'un, quelque part, a des informations sur ceux-là qui seraient des candidats de l'opposition. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui seraient au moins des candidats visibles? Parce qu'une élection, forcément, ça se prépare. Et disons-nous la vérité, peut-être que quand nous faisons la lecture de ce qui se passe au Bénin depuis quelques années, déjà des dizaines d'années,
c'est que si le candidat n'est pas connu et qu'il vient par surprise, ce n'est pas évident qu'il soit donc celui qui est élu. Voyez-vous, on a constaté que les anciens présidents, le président Mathieu Kérékou est revenu il est revenu après donc tout ce qui a été fait après la révolution, il est revenu au pouvoir parce que le peuple le connaissait d'une certaine manière. C'est l'image qui existait. Voyez-vous, quand l'image n'existe pas plus tôt et qu'on est à un an d'une élection ou à un Alors, on peut poser la même question, hein, quel candidat pour la mouvance présidentielle? Oui, mais là, la différence est celle-ci. C'est que nous avons quelqu'un qui va donc désigner. Et celui-là, lui, il est connu. Il a fait 2 mandats. Il a fait donc 2 mandats. Et il est connu. Donc, il aura comme quelqu'un... Ce sont les partis politiques qui désignent, non? Oui, il y a avec le chef, nous parlons des partis politiques et de leur fonctionnement. Il y a un chef, un leader qui le soutienne. Et le leader a dit qu'il aura son mot à dire. Il a dit clairement. Donc, forcément, ce sera lui qui donnera, tapera du poing sur la table. Et le candidat de la mouvance présidentielle sera le candidat de Patrice Talon. Et donc, forcément, c'est lui qui présentera, c'est lui qui sera... c'est l'avantage de la mouvance présidentielle. C'est pour cela que... Alors pour vous, l'opposition aura-t-elle de mal à désigner ses candidats? Je crois que oui. Je crois que oui. Nous croyons que l'opposition aura vraiment du mal à désigner, puisque on parle maintenant d'un regroupement de ces partis de l'opposition. Et comme on le sait partout, dans les regroupements, chacun a des intérêts à défendre. Alors que nous constatons que la mouvance a été solide, concrète. Le vote du budget passé a été clair à l'Assemblée nationale. Et ça veut dire quoi? C'est une mouvance qui est encore aux ordres d'une certaine manière, qui écoute son chef, le chantre de la rupture, le président Patrice Talon. Mais de l'autre côté, ce n'est pas évident qu'il y ait donc quelqu'un qui puisse parler. Ce n'est pas évident que tous soient prêts à écouter le président du parti Les Démocrates, parce que même après l'élection, ou du moins même avant l'élection, il faudra que chacun puisse tirer le verre de son côté pour pouvoir espérer boire une partie dès que le pouvoir dans tous les cas, dans toutes les formations politiques, la désignation de candidats est un exercice très compliqué. On l'a connu en 2016 avec l'ancien président Boni Yayi quand il a choisi Lionel Zinsou. Tout le tollé que cela a provoqué, on peut tirer des leçons pour mieux s'organiser pour les prochaines élections, non? Oui, pour la mouvance présidentielle, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il faut se plaindre pour le président Patrice Talon? Il a su conduire donc sa mouvance, il a su conduire les partis qui l'entourent. Ce n'est pas la même réalité. Lorsque nous étions à quelques mois de la présidentielle avec Boni Yayi, c'était un peu différent. Ça bougeait un peu plus. Ici, on a l'impression que vraiment il tient sa troupe. Ici, tout le monde est calme, oui, et on le président Patrice Talon, les ordres du patron. Parce que certainement, je suppose, ils l'ont vu faire et veulent l'espérer de lui. Parce que aussi, personne ne voudrait être celui-là contre qui Patrice Talon va se lever quand la mouvance présidentielle. Au point où quand quelqu'un suscite votre candidature, vous pouvez même le traduire. Il faut même le traduire en justice. Il vaut mieux le traduire en justice pour que ce soit clair que ce n'est pas vous qui êtes derrière donc, le dossier. Par contre, l'opposition a vraiment toutes les activités. En tout cas, c'est ce que nous constatons parce que rien n'est dit. Et ça ne peut pas être une stratégie politique de se taire jusqu'à maintenant. Ça ne peut jamais être une stratégie politique. Si cela l'était, donc c'est un mauvais choix. Qui peut porter la candidature de l'opposition à la présidentielle de 2026? Vous voulez que je choisisse à la place des opposants ou vous voulez savoir si je suis opposant? Non, pas du tout. Oui. Je le suis. Oui. Et sur le plateau, je n'ai pas de parti politique. Donc, je ne choisis pas pour eux. Mais je pense qu'il vaut mieux choisir quelqu'un qui serait bien connu. Et un inconnu serait un problème pour eux, je crois, maintenant. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir faire connaître celui-là très vite, en si peu de temps. Eux, ils ont intérêt à sélectionner quelqu'un qui est connu. Par contre, ce ne serait pas la même chose de l'autre côté. Alors, vous parlez de Patrice Talon, qui est le leader de la mouvance. De l'autre côté, nous avons Boni Yayi, également leader de l'opposition. Ça va être un match à distance. Un peu comme deux coachs
Ah, n'oublions pas, parce qu'il y a déjà eu un match aller, où il avait positionné quelqu'un contre Patrice Talon. Tout à fait. Et Patrice Talon avait gagné. Maintenant qu'il a perdu le pouvoir depuis 10 ans, est-ce qu'on peut espérer maintenant qu'il soit plus fort au point de pouvoir faire tomber le candidat de Patrice Talon? Rien n'est exclu. De Patrice Talon qui dit de compter avec lui pour cette élection. Je crois que, oui, rien n'est exclu, nous sommes en politique. Mais avant toute chose, nous commençons, pour faire les pronostics, on doit tenir compte de la réalité du terrain. Des élections passées, ils sont allés aux législatives. Alors, nous avons vu l'ancien président, Yahya Boni était bien là. Il a contribué, il a participé à tout cela. Moi, je crois qu'on ne peut pas, on peut donner d'avance gagnant Patrice Talon et son candidat pour le moment, jusqu'à ce qu'on connaisse les deux candidats et qu'on voit la réalité sur le terrain. D'accord. La question de l'audit du fichier électoral commence déjà à alimenter la polémique. L'informateur a évoqué le sujet cette semaine. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? Patrice Talon est pour l'audit et ses soutiens sont contre et tout. C'est un scénario? Je crois que Patrice Talon a montré sa position de manière claire. Et sa position est liée au fait que... Un peu comme la révision de la Constitution, Patrice Talon était contre la révision de la Constitution. Pourtant, ses soutiens font autre chose à l'Assemblée nationale. Même scénario avec le fichier électoral. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? Ici, Patrice Talon est celui-là qui va mettre la main à la poche pour qu'on puisse faire l'audit. Voyez-vous, ce ne sont pas les soutiens. L'audit, ce ne sera pas... C'est pas la même chose lorsqu'il s'agirait, par exemple, de la relecture du code électoral. Là, ce sont les députés qui doivent agir. Puisque Patrice Talon lui-même, il a dit à Boni Yahi, si vous n'avez pas les moyens, je peux mettre les moyens à vos dispositions pour auditer donc, le fichier électoral. Pourquoi est-ce que ces soutiens vont s'opposer à cette volonté de patron? L'opposition de ces soutiens, est-ce que c'est une position qui va influencer la suite? Non, je crois que c'est le cas de concertation de l'opposition qui a voulu créer un problème. Ils ont pris un chemin qui va les conduire peut-être, selon nous, du dehors à des situations plus complexes. Parce que le chef de l'État, et qui donc, on a besoin de l'argent pour faire l'audit. On n'a pas besoin de demander à des députés ou à des partis politiques, venez, on va faire l'audit. D'accord. Lorsque l'opposition allait rencontrer le gouvernement ou a exprimé donc ce besoin, le chef du gouvernement, chef de l'État a dit oui, nous allons le faire. Nous allons mettre de l'argent à votre disposition. Si vous voulez diriger les cadres techniques qu'il faut, nous suivons avec vous. Le problème pour moi s'arrête là. Maintenant, la démarche qui consiste pour l'opposition à vouloir donc dire nous allons vers... Je ne sais plus exactement à quoi cette démarche sert. Dans tous les cas, cela n'est pas en leur faveur jusqu'à présent. Parce que cela n'a conduit qu'à créer donc de la confusion. Et comme vous le dites maintenant, le chef a dit on va faire et les autres disent on ne va pas faire. Mais les autres qui disent on ne va pas faire n'ont pas la force d'arrêter qu'on fasse. Alors, le débat pour moi est fini depuis... L'informateur parle de la position échangée, donc du pouvoir. De pouvoir, la position n'a pas changé. Non, le pouvoir a dit, nous sommes prêts à ce qu'il y ait audit du fichier électoral. Le débat est où finalement? Pourquoi cette manière de dire nous voulons faire... Le chef du gouvernement qui l'a dit, en mesure de pouvoir inviter les autres partis et dire bon, j'ai décidé telle chose, je voudrais que... Et nous savons que ces partis-là, quand même, d'une certaine manière, si c'était nécessaire qu'un vote à l'Assemblée nationale soit fait, le chef du gouvernement avait, c'est à lui, sa mission, après vous avoir dit oui à l'opposition, de pouvoir donc appeler les autres, ces partis qui le soutiennent, ou les autres même des autres, s'il y avait d'autres oppositions, à pouvoir donc en parler avec eux. Ce n'était pas donc au cas de concertation de le faire. C'est peut-être une stratégie politique qu'ils mettent en œuvre. Mais, comme nous le disons du dehors, nous pensons que c'est des stratégies politiques qui ne font que créer de la confusion et qui n'arrangent pas du tout. Dans tous les cas, comme nous l'avons dit, le pouvoir reste donc inchangé par rapport à sa position. Il y aura audit si cela dépend du gouvernement du président Patrice Talon. D'accord. Claude Alofa, directeur de publication du quotidien L'Informateur, merci pour ce regard sur l'actualité.
On se retrouve dans quelques semaines. Ce sera toujours un plaisir. D'accord, merci, merci beaucoup également pour bonne préparation pour la fête. D'accord, merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité donc, à nous accompagner dans cette aventure. Bon dimanche à vous. Merci à vous aussi. Oui. Mesdames et messieurs, on va finir maintenant avec notre dernier rendez-vous. C'est avec notre artiste de la semaine qu'on va installer avec ce morceau. Ni hol dutani le konawe to we pokonu walo go go we to dali so you is na pa ono we no put me ndano fite we jenate walo go kru no to phone in a tea translate to me. We don't want to spend no fit away genate. While I go through no topo, in a tea translate to me. Well, I mean, one of all 3G. Repo enu, masa no freeway. Chukaleme, masa no freeway. Now we can tell him masa TV. Mano for 3G, Wepo enu, masa no freeway. Chukaleme, masa no freeway. Now we can tell him masa TV. Igo Brunoton, Tito Yeji. 25 ans de carrière musicale, 11 albums de singles également. C'est un parcours riche que nous allons découvrir au cours de notre entretien avec notre artiste de la semaine qui vient de s'installer, Alphonse Gandonou. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, merci. Alors, comment vous vous portez? Je remercie le Seigneur, je vais très bien. D'accord, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau du grand format. En tout cas, bienvenue. Avant de parler de ce parcours et surtout ce concert que vous organisez le dimanche prochain, on va essayer de découvrir d'autres casquettes donc, que vous avez très rapidement. Entraîneur national de tennis. C'est bien ça. Oui. Alors, comment se porte cette discipline? Bon, aujourd'hui, on remercie beaucoup le Seigneur. Le tennis se porte, le tennis du Nord se porte bien. Et quand on voit qu'on a beaucoup de bons joueurs aujourd'hui, on voit que l'année passée, on a été qualifié pour jouer les playoffs de la zone 2. Quand on voit qu'on a Gloriana Naum qui est 40e sur le plan mondial, quand on voit tout ce que Jean-Claude Talon, que le président de la Fédération du Nord, que je remercie pas ici, fait, on voit que le tennis béninois vraiment fait des efforts, ça évolue au jour le jour. Alors quels sont, on va dire, les championnats auxquels le Bénin participe ou auxquels le Bénin se prépare à participer dans les jours à venir? Oui, dans les jours à venir, on se prépare déjà pour la Coupe Davis. Le Bénin reçoit la Coupe Davis. Oui. Ça va être quand? Les playoffs de la Coupe Davis fin janvier. 31 janvier prochain. C'est le programme qui est fait actuellement. On est en train de commencer un peu les préparatifs. En tout cas, est-ce que vous avez l'impression que le Béninois s'intéresse au tennis? Le Béninois commence pas à s'intéresser au tennis. Beaucoup plus au tennis aujourd'hui. Avant, quand on voit le nombre qu'on a, c'est peu. Mais aujourd'hui, quand on fait championnat, c'est plein d'enfants. Et c'est difficilement en une semaine qu'on finit le championnat. Donc ça veut dire qu'au jour le jour, on commence à être nombreux. Moi, aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le représentant de la Fondation Interrépublique qui donne l'opportunité des bourses américaines aux enfants. Donc les enfants sachant aujourd'hui, bon, il faut que j'ai mon bac, il faut que je joue bien au tennis pour profiter, pour aller continuer mes études aux États-Unis et devenir un bon représentant pour le Bénin au tennis. Ancien numéro 1 du tennis béninois, vous avez été meilleur joueur de l'Afrique de l'Ouest en 95-96. Voilà, donc 96. À quoi est-ce que cette récompense vous a servi? Bon, c'est une reconnaissance quand même. Au fait, quand on dit le meilleur au tennis, dans l'année, ça veut dire presque tout ce que vous avez fait en Afrique de l'Ouest, c'est toi qui as gagné beaucoup plus de tournois.
Donc dans tous ces tournois, nous on parle que de l'argent. Hein. Donc ça veut dire que t'en as pris un peu quand même. Donc c'est ça, on ne joue pas au tennis, on dit un tournoi senior, on vient, on se salue la main. Non. Quand on vient, c'est pour prendre de l'argent à la fin. D'accord, ça c'est la bonne nouvelle. Ça. Ah ouais. D'accord. Est-ce que vous avez pu transmettre, on va dire, bon, c'est vrai que vous êtes entraîneur, vous avez pu transmettre cette compétence-là donc à la jeune génération? Ben, on a formé plein de jeunes joueurs hein, et on les encourage tout le temps. Aujourd'hui, c'est Sylvestre Monou, qui est le numéro 1 béninois qui vit aux États-Unis, a été formé par moi. Donc après ça, on a fait plein de bons joueurs. Il y a Prince Gandounou qui est mon enfant, qui est aux États-Unis, qui est mon joueur. Il y a Delma Sentia, mon joueur. Il y a Timothée Zanou qui est en France, qui est aussi, il y a plein de générations. Hein. Ça fait un temps et on ne fait que former et on ne peut pas arrêter de former parce qu'il faut qu'on laisse quelque chose à la génération. On nous a donné quelque chose. Il faut qu'on laisse quelque chose. Et c'est un plaisir dédié. J'ai formé ici. Tout à fait. C'était une parenthèse avant d'aborder le sujet objet de votre présence donc sur le plateau du grand format Chantre de l'Éternel depuis 1996. Comment avez-vous reçu, on va dire, l'appel de votre serviteur? Ok, je remercie beaucoup le Seigneur. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai commencé par aller à l'église. À quelques mois plus tard, le pasteur m'a dit, en tant que quelqu'un de l'église, quelqu'un qui a accepté Jésus, tu dois faire l'œuvre de Dieu. Et c'est là où, doucement, je me suis introduit. Il m'a proposé de rentrer dans la chorale. Mais c'est dans la chorale que j'ai compris après que j'ai l'appel pour faire l'évangélisation avec les chants. C'est ça qu'on appelle le chantre. Donc quand j'ai vu ça, j'ai accepté, il a prié pour moi et j'ai commencé doucement. Et c'est là où, en 99, je sors le premier album. D'accord. Alors quand vous êtes engagé, on va dire, dans la musique, dans le gospel, quel était votre objectif? Servir votre communauté ou se faire de l'argent? Non. La preuve, tout à l'heure vous avez parlé de carrière, moi je parle de consécration, je vous parle du ministère. Ce n'est pas un travail, mais c'est un appel. Quand tu viens au Seigneur, tu acceptes Jésus, Dieu même, il te dit qu'est-ce que tu peux lui faire. D'autres acceptent de le faire, d'autres refusent. Mais moi, je dis ok, comme je dois servir par les chants, j'ai commencé. Donc jusqu'à maintenant, je suis dedans. Ça fait déjà des années que je suis dedans. Et ça fait déjà beaucoup d'années. Ça fait déjà 25 ans que je suis dedans. Que vous êtes là et tout, 11 albums. Ce n'est pas peu. Le premier qui est sorti en 1999 est baptisé Il était seul. Il était seul. De qui, il s'agit? Le chant parlait de l'histoire de Batimée. Batimée, le pauvre aveugle, était seul. Et il est venu au bord de la route. Il voulait un jour rencontrer Jésus. Parce qu'il voulait un jour toucher Jésus pour qu'il soit guéri. Parce qu'il voulait aussi voir. Donc Batimée, le pauvre aveugle, était sur le bord de la route. Et quand Jésus est venu, la parole de Dieu dit, quand Jésus est venu, Batimée a été guéri. Donc c'est pour dire à quelqu'un, si tu n'as pas Jésus, cours et cherche Jésus. Quand vous chantez souvent, quel est le message que vous passez? Je passe les messages d'amour, je passe les messages de joie, je passe les messages d'espoir. Parce que celui qui vit doit toujours espérer. Il doit croire qu'il y a un Dieu qui va lui faire ce qu'il veut à un moment donné. Donc, si tu as déjà perdu ton espoir, garde l'espoir. Jésus peut tout te faire. Il suffit simplement de croire. D'accord. Au ciel de ma maison. Au ciel de ma maison. Voilà. C'est le deuxième album sorti en 2001. 2001, oui. D'accord. Parlez-nous de cet album. Au ciel de ma maison. Oui. C'est une manière d'avoir l'espoir. Oui. Pour dire à la fin de toute chose, je vais aller rencontrer mon Dieu. Parce que la parole de Dieu a dit, quand l'heure va sonner, le Seigneur Jésus va venir nous récupérer. Et ceux qui sont morts vont se réveiller pour rencontrer Jésus. Donc c'est pour dire, si tu es là, mon frère, garde l'espoir qu'à la fin, on va se rencontrer et louer le Seigneur ensemble. Garde l'espoir qu'il y a quelque chose, il y a quelque part que Dieu a préparé pour toi. Et tu n'es qu'un étranger qui passe. Et quand tu vas finir, c'est pour rencontrer Dieu après. Un peu comme Jérusalem céleste. Jérusalem céleste, c'est la même chose. Jérusalem céleste, c'est un chant qui est en train d'expliquer comment la nouvelle maison, la nouvelle cité que Dieu nous a construite. Mais c'est comment? C'est sur quelle forme? Il y a des pavés. Quand tu vois là-bas, tu vois des pavés d'or pur. Tu vois? Des rues en cristal. Tu vois, donc
c'est que de belles choses qu'on n'a pas ici. C'est ça qui sont réservés pour nous là-bas. D'accord. Et puis le quatrième qui a connu, on va dire, beaucoup de succès, surtout avec son morceau phare qu'on chante dans les églises depuis 2005 jusqu'à présent. Quel est le secret de cet album? Bon, est-ce que je vais dire c'est un secret? Je vais simplement remercier le Seigneur. Vous savez, quand j'ai fait le premier album, deuxième album, troisième album, j'ai dit Seigneur, jusqu'à maintenant, j'ai pas un chant qui est resté comme les chants de John Migan. Oui. Ça, John Migan, c'est le maestro. On a dit, il n'y a pas un chant qui est resté. J'ai dit, il n'y a pas un chant. Mais Seigneur, moi-même, je veux un chant. Et c'est là où je rentre dans le studio. Je ne savais pas, j'ai chanté. Et depuis des années, le chant est resté là. Et le chant c'est resté là. Clouno Jesu, ouais, on est ganton beau. Nyema sodo, ye wele vodogo. Alléluia, ouais, rongba hanshiro. Kigo enyana kbana jikwe yewe. Clouno shewe zonja wato. Clouno shewe zonja wato. E mandio gbede manandioba. Et non, nous D'accord, d'accord. On va marquer une courte pause pour suivre une petite séquence de l'un de vos morceaux et puis on revient pour la suite de notre entretien. Sodo ye we devo dogo. Alléluia we on pa kanshilo. Igo enye na pa no jikwe we. Alléluia. Lolo Jesu we kanto nubo. Ye sodo ye we devo dogo. Alléluia we on pa kanshilo. Igo enye na pa no jikwe we. Lolo Jesu we. Ce morceau, c'est justement donc de ce morceau que vous parlez. Qu'est-ce que ça fait quand on le chante dans l'église? Ah, ça, ce morceau, sincèrement, quand on chante dans l'église, tu sens la présence de Dieu. Et toi-même, tu vis les chants. Parce qu'il y a une partie qui dit Mina kweto Jesude, Fidemi Manso Gankalante, Mina Momide, Bonajaya, Jesu Ena Yogamiton. A dit, ça te donne l'espoir qu'on va se rencontrer. Oui. Et c'est Jésus qui sera le roi. C'est Jésus qui est le roi, qui va être toujours encore avec nous pour une grande joie. Donc, et on va seulement le célébrer. Donc, ça te donne encore un espoir. Donc, tout le monde veut chanter ça. Et après, et l'autre dit, il viendra nous voir. Et dans mon mythe au moins d'argument. Et maintenant, mon mythe beaucoup de ça veut dire que le chant te dit de garder espoir. Quoi qu'en soit les situations que tu passes, reste tranquille, garde l'espoir. D'accord. Il va venir. Après le mariage, ça c'est le 10e. Après le mariage, voilà, signé en 2016. C'est le 10e. Oui. Après le mariage, c'est un chant qui a parlé aux mariés. Oui. On a compris qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui. Ça ne va pas. Après quelques années, on coupe, on chante, on change. Après, on reprend un autre. Donc, je pense que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le chant dit, ma femme ne s'est pas préparée. Il faut l'aider. Mon mari ne sait pas s'habiller. Il faut l'apprendre. Ma femme honte beaucoup. Il faut gérer. Mon mari ne sait pas se laver. Il faut l'aider. Donc, c'est des choses. Et après, c'est l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité dans un couple, on est en train de se mentir. Ça va casser l'humilité. Tu m'as dit ça, toi, tu es qui? On peut tout te dire. Et la Bible dit que la femme est faible. Ça veut dire que tu sais que tu as une qui est faible. Elle dit il faut que tu pardonnes. Même qu'elle dit non, ma chérie, il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais des fois, l'homme dit je suis le patron, je suis le chef. Et on casse tout. Et après, il faut renouveler l'amour. Tu ne dois pas revenir dans la maison pendant un mois. Tu reviens chaque fois, mais tu ne ramènes rien à ta femme. Ça ne te fait même pas de plaisir. Il n'y a pas de changement. Donc, sincèrement, si vous voulez garder vos couples, si vous voulez que ça soit dans la durée, renouvelez l'amour. D'accord. Je le disais, donc c'est un morceau, un album sorti en 2016. Et puis le dernier, sorti en 2020, on a constaté qu'entre 2020 et 2024, il y a eu un petit silence. De quoi est-ce que cela est dû? Je remercie beaucoup le Seigneur. Je remercie beaucoup le Seigneur. Il y avait un temps aussi que j'étais malade.
Mais je remercie le Seigneur. C'est vrai que c'est difficile de concilier la carrière d'entraîneur et puis la musique également. Ouais, il y a ça aussi, il y a le fait que j'étais malade, mais le Seigneur m'a guéri. Maintenant, après, il y a aussi, j'étais à un niveau, j'avais trop de boulot par rapport au tennis. Je suis à la formation. Je suis encore président de mon ONG, l'ONG Player Game. J'organise plein de compétitions chaque année et pour accompagner la fédération béninoise de tennis. Et il y a l'interrecrue, il faut former les enfants. Après, maintenant, aujourd'hui, je suis un entraîneur professionnel qui voyage beaucoup. Donc, ça voulait balancer un peu, mais j'ai dit, écoute, Alphonse, c'est un appel. Faut pas lâcher. Les gens, c'est un appel. Tu ne peux pas lâcher. Il faut que tu sois là. Et puis vous êtes revenu en 2024 avec un morceau en guise de remerciement à tout ce que le Seigneur a fait dans votre vie et dans votre ministère. On va marquer une pause une fois encore pour suivre une petite séquence donc de ce morceau et on revient pour finir l'entretien. Etenye na blue, nous d'album de bezo chemin. Azonja utwile, support bezo chemin. Les blancs toués, dinami, kakajebi. Etenye na blue, nous wea clonoche. Etenye na blue, nous d'album de bezo chemin. Azonja utwile, support bezo chemin. Les blancs toués, dinami. Voilà donc pour ce morceau. Je rappelle que toujours pour remercier Dieu, vous organisez un concert dimanche prochain. Où en êtes-vous? Demain. Est-ce que tout est après On remercie le Seigneur. Quand Jésus est dedans, il n'y a pas de... Tout va bien. On essaye de pousser les petits plats dans les glands doucement. Ça va se passer comment? Dites-nous, est-ce qu'il y aura d'autres artistes de gospel pour vous accompagner sur scène? Il y a Josias Folly qui va être là. Il y a Gilda Zinsou qui va être là aussi. Il y a Blackmon et il y a Mandev. Tous ceux-là sont des artistes invités dans le concert. Dites-nous, que va-t-il se passer? Il s'agit de 25 ans. C'est pas 25 jours. C'est 25 ans de ministère. Donc c'est un concert d'action de grâce. On a prévu des enveloppes pour tout le monde. Et chacun va amener son enveloppe. Quand tu viens, on te donne l'enveloppe. Tu vas essayer de mettre quelque chose dedans. Moi-même, j'ai mon enveloppe. Quand on vient, on prend l'enveloppe ou... On te donne, on te remet. Il y a des gens qui sont là. Vide. On te donne l'enveloppe vide. Et toi, tu essayes de voir qu'est-ce que tu peux mettre dedans. Voilà, pour soutenir... Pour soutenir le ministère. Soutenir mon action de grâce. D'accord. Maintenant, quand on va commencer par chanter, éteigne un bleu, là, c'est autre chose. On prend tous notre enveloppe derrière moi et on va dépouiller dans un panier. Et le lundi, ces enveloppes, on les met ensemble déjà et on va prendre pour soutenir quelques hôpitaux, quelques malades aux hôpitaux. Comment ça s'appelle les orphelinats. Les orphelinats, merci beaucoup. Et aussi, il y a 3 trucs qu'on a désiré quand même. D'accord. Il y a les orphelinats, les hôpitaux. Le concert va se passer où? Le concert va se passer à Papa de Domaine. D'accord. Après Hôtel du Lac. D'accord. Il y a à Papa de Domaine qui est là. Et quand tu rentres à Copa, avant de rentrer à Copa, il y a le club de tennis, là où on joue tennis. C'est ça. D'accord. À 18h00. 18h00. D'accord. On peut chanter quelque chose avant de se quitter. On dit quoi? On y va? MTN peut déconner, Move peut déconner. Le seul réseau qui ne déçoit jamais, c'est Jésus. MTN peut déconner. Move peut déconner. Le seul réseau qui ne déçoit jamais, c'est Jésus. Est-ce que tu es connecté? Moi, je suis connecté. Est-ce que tu es connecté à Jésus? Je suis connecté. On se voit dimanche prochain à 18h00
à propos de demain. Que le Seigneur te bénisse. D'accord. Alphonse Gandonou en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Rendez-vous dimanche prochain pour le concert d'action de grâce pour marquer les 25 ans de parcours, il dit, de ne pas dire carrière, 25 ans de ministère. Donc de notre artiste. Carrière, c'est quelque chose que toi tu as accepté commencer. Tout à fait. Ça, c'est un appel donc, auquel vous avez répondu. D'accord. En tout cas, rendez-vous dimanche prochain. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 8 décembre 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Ekpe, c'est à Semepoji. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.